On a fait un itinéraire avec ce qu'on voulait voir, etc. Et c'est seulement une semaine avant le départ, on avait déjà nos billets d'avion, que Thomas me dit comme ça, et si on le faisait sans argent? Donc là, sans argent, comment ça, quoi, Thomas? Tu peux répéter Et du coup, je lui ai proposé ça. Au début, j'ai senti tout de suite que ça l'effrayait un peu. Et justement, je me suis dit, ça c'est top parce que quand quelque chose nous effraie, c'est qu'il y a des peurs qui sont liées. Et donc, c'est une possibilité de se dépasser et d'en sortir grandi. Si rien ne nous fait peur, il n'y a rien à dépasser et ça ne va rien bouleverser dans nos vies. Et là, je me suis dit que Johan, justement, c'est un voyage qui allait le marquer à vie. 2500 km de stop dans un pays que je connais pas, sans argent, à devoir parfois peut-être jeûner, peut-être être en déshydratation. On ne le savait pas. J'étais terrorisé et en même temps, une partie de moi était hyper excitée par ça. Voilà comment ce projet est né. Et donc, après, j'ai voulu tenter l'aventure. Thomas m'a convaincu. Je me suis dit, allez, si c'est pas maintenant que je le fais, je le ferai jamais. Le top départ sera lancé ici. 27 février 2020, on s'apprête à partir. Ce temps qui est fidèle à Ushuaia, El Fin del Mundo. Alors ce matin, on nous a donné du pain. Pas qu'un peu, hein. On a de la réserve. Voilà. C'est parti. Con mis amigos José. José, el mejor hombre de Ushuaia. On se rend compte que l'aventure va être peut-être même plus difficile que ce qu'on imaginait. Je pense, enfin, pour ma part, parce que Johan, je pense qu'il s'était fait un tel scénario catastrophe sur certains lieux et passages de l'aventure que pour lui, c'était peut-être même en dessous de ce qu'il avait imaginé. Mais on commence dans le vif du sujet. Moi, je lui disais à Johan, tu te fais baptiser par le feu parce que tu réalises tes premières heures de voyage sans argent en terre de feu. Qui avait un bruit, qui sont l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne la vie. Salut équipe, en direct du détroit de Magellan, sans argent bien évidemment, et avec Derick, qui est de retour. On a trouvé une voiture qui a accepté de nous conduire de Rio Grande à Rio Gallegos. Gallegos, ouais. Gallegos. Et du coup, on traverse le détroit de Magellan avec lui, puisqu'il a fait monter sa voiture sur le ferry. Le paysage est lunaire, l'équipement l'est tout autant.
On est arrivé à Rio Gallegos depuis à peu près 3 heures. On s'est baladé dans la rue, on a cherché à manger et on a toqué à des portes pour pouvoir installer la tente dans le jardin des gens. Et en fait, il y a un gars nommé Ramon qui nous a dit qu'il ne pouvait pas nous laisser poser notre tente dans son jardin, mais il nous a accompagnés en voiture à un camping et il nous a payé le camping. Il nous a laissé un billet de 1000 pesos pour qu'on puisse se payer le camping ce soir vu que le gérant du camping n'est pas encore arrivé. Mais quand le gars arrive, on peut payer le camping grâce à lui. Et on a trouvé beaucoup de victuailles ce soir dans la ville. C'est assez incroyable. Alors pour les victuailles, c'est pas compliqué, on est parti sur 2 cagettes. 2 cagettes, c'est une par personne. Je te fais pas un dessin. Donc, pour la première cagette, on est parti sur une fruteria. Bon, il y a à boire et à manger dedans, évidemment. Mais on est quand même sur quoi? On est sur des bananes, un peu tapées, mais qui se mangent bien. Des poires, en veux-tu en voilà. J'en ai goûté une, bon, elle est un peu éclatée, mais regardez-moi ce jus, délicieux. Pour ce qui est de la coriandre, malheureusement, je pense qu'on va devoir jeter. Par contre, les petites pêches, clairement, j'en ai goûté une et elles sont très bonnes. Le raisin, bah alors là, je l'ai vu de loin, mais il a une belle tête. Donc à voir. Il y a un kiwi, tiens, que je n'avais pas vu. Apport en vitamine C, très important. Un petit côté du tour de l'autre cagette, bah là on est sur le pain. Là on est sur le pain, on est sur les victuailles de longue durée. Du pain brioché, choisi par Thomas lui-même. Des petits galetitas. Donc je viens d'inventer le mot, mais ça y ressemble, je sais pas, je trouve que ça ressemble à ça. C'est des petits pains durs, ça ressemble à des boudoirs. Ensuite, on est sur des pains plus classiques, un peu comme des marquetas. Voilà, on diversifie le pain. On a eu des patates, un kilo de pommes de terre. On n'a rien pour les faire. À voir, ça va peut-être être une monnaie d'échange, un moyen de remercier quelqu'un. Pareil pour les oignons. On est revenu sur des bananes, là on en a en masse. Et elles sont moins tapées. Donc celles-là, ça va être les bananes du voyage pour la prochaine étape, je pense. Et puis on termine en beauté avec un petit peu, voilà, c'est assez fun. Poulet patates, léger filet de citron. On peut distinguer aussi des petits bouts de poivron. Bref, une cuisine généreuse, comme ce pays qu'est l'Argentine, comme Ramon, comme cette journée. Merci à vous. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que toute cette nourriture nous a été donnée dans la rue. Enfin, on est entré dans des commerces, mais les gens nous ont donné tout ça vraiment. C'est incroyable. Bon allez, à table. Eres nuestro papá de Argentina. No, Argentina es grande, espero que tengan varios padres, así que... Là, on est dans la voiture de Ramon. Il est rentré chez lui pour aller nous chercher à manger. Et il nous apporte ça dans quelques instants. Un petit mot, Johan? J'ai hâte de manger ces empanadas. Clairement, il nous les a promis, on les attend. Après, on a bien dormi, on s'est douché, les batteries sont pleines. On a eu une salade de fruits et une salade à la station-service. Aujourd'hui, on se laisse un peu porter par ce qui se passe. Concrètement, on était là hier soir. Du coup, voilà, on est un peu en stand-by. Il doit être quoi, 14h. Mais bon, apparemment, El Calafate n'est qu'à 3 heures de route. Route assez fréquentée. On se remplit le ventre et on voit ça après. Hola, ¿cómo Hola, están? bien et tout? Hola, ¿cómo estás? Voilà. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Hola, Bien. ¿qué tal? Thomas. Luisa, ¿cómo están? Son de ¿Bien? carne. Bien. Con Ramón Luisa. y Luisa, las mejores personas de Argentina. Gracias. Saludos. Un saludo para todos. Se los ve muy bien a los chicos. Y la comida La comida. que nos ofrecen. Empanadas. Empanada. Son empanadas. ¿De qué? ¿De carne? De carne. Ah, De bueno. carne. Porque dijo Ramón que querían comer carne. Porque pan y bananas. Ya están cansados de eso. C'était une journée très compliquée. On attendait. On attendait tellement que, avec Thomas, on s'est mis à imaginer la voiture parfaite qui pourrait nous tirer de là, nous sortir de là. Et on s'est mis à rêver chacun notre tour et à faire comme je sais pas comment c'est, une checklist, un cahier des charges, voilà.
quelle serait pour nous la voiture parfaite qui pourrait venir miraculeusement? Alors on a commencé. Alors, vu qu'on est fatigué, il nous faudrait une couchette. Et puis après, moi je dis à Thomas, oui, mais moi j'ai très soif aussi. Puis j'aimerais bien aller un petit coca, une petite bébida, là. Donc on va se dire, eh ben, ce serait cool qu'il ait un mini-bar. Un frigo, littéralement, hein, dans sa voiture, voilà. Avec boisson, etc. Et puis comme si ça suffisait pas, on se disait, eh ben, on va s'imaginer aussi que là, miraculeusement, il ait des empanadas. Donc c'est des petits chaussons avec de la viande ou du thon. Voilà, c'est un peu de la street food locale. Et on se disait, bah, il aura des empanadas dans sa boîte à gants. Et quoi? Peut-être 1 heure après, un conducteur s'arrête. Ariel, un conducteur incroyable, je pense qu'on y reviendra après, qui nous dit, montez les garçons, je vois que vous êtes fatigués, si vous voulez, j'ai une couchette derrière. Ça fait combien de temps que vous attendez les garçons? Je vous ai vu là quand même ce matin, il était déjà passé. Vous devez avoir certainement soif. Regardez là ce que j'ai. De la boisson fraîche dans un mini-bar. Là avec Thomas déjà c'était trop. On se regardait, on n'en croyait pas nos yeux. Et après je vois Ariel qui tend son bras, couvre la boîte à gants. Servez-vous. Il y a des empanadas. Coïncidence incroyable. C'est une de celles qui m'a le plus marqué. La mejor tienda de Río Turbio, la Kermes. Hay que venir. Bueno, este es para vos. Ah, Qué bueno. incroyable. Elle prépare un hot dog pour Johan aussi. Ils sont incroyables. Increíble. Aquí es increíble. Donc là on est à Rio Turbio et ce soir on a fait un petit peu le tour de la ville pour voir ce que les gens acceptaient de nous offrir à manger. Et donc voilà. On part sur une brique de jus d'orange, grand luxe. Celui-là, ça fait un petit moment qu'on la cherche. On l'a trouvé. Du jus d'orange pour le petit déjeuner. Ça va faire du bien. Des pommes, hyper pratique. Des fibres, ça cale bien. On pourra garder ça pour demain. Parfait. Pour ce soir, petit repas frugal. Des sandwichs jambon beurre ou jambon queso à voir, ainsi qu'un assortiment d'empanadas, 3 chacun. Ce soir, c'est festin. Pour la sécurité, du pain pour demain. Notre chauffeur Ariel, qui nous héberge ce soir dans son camion, nous a proposé aujourd'hui de manger du jambon. Peut-être que demain, on pourra faire des sandwichs avec. En tout cas, on a de quoi survivre demain, il n'y a pas de souci. Quant à Ariel, qu'on rencontre à Esperanza, une station essence au milieu de la Pampa, à mi-chemin entre Rio Gallegos et El Calafate, nous propose de faire un détour par Rio Turbio, qui est tout au sud du pays, à 200 km de là. On accepte, on ne sait pas pourquoi, mais on accepte, il y a quelque chose, on est aimanté en fait à cette personne, et on fait des rencontres folles avec lui. On rencontre un de ses amis qui nous invite à un barbecue, qui nous présente sa fille. On rencontre tous les gens dans le village, les commerçants à qui on a expliqué notre projet, qu'on est allé voir. Certains nous ont aidés, nous ont offert à manger pour reprendre la route le lendemain. Donc c'était vraiment des... Je pense que c'est là, dans ces moments-là, ces intervalles en fait entre les moments touristiques, entre les choses qu'on retrouve dans les guides de tourisme, c'est ces intervalles-là dans lesquels on a vraiment rencontré la Patagonie et l'Argentine en profondeur. C'est dans ces endroits où je pense que peu de touristes se rendent, et je pense que sincèrement j'y serais pas allé sans Ariel. C'est vraiment moche honnêtement, Rio Turbio. C'est horrible, mais en même temps c'est affreusement beau grâce à la générosité des gens là-bas. ¿Pa dónde vas?
Las balas del pueblero vaciaron los potreros. Ayer bajé al poblado, puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Tira un poco para abajo, tira un trabajo, no ves que yo todavía creo en vos. La liebre pone tanta vara, y viejo se chino con un tosió. Entre los pajonales que han enredado a mi madre, me golpeó. Je crois que j'ai deux boîtes différentes. On a la tente d'installer dans la benne d'un camion et là on se réveille et le camion part. On fait du kilomètre avant même d'être réveillé. Ce matin, pas besoin de faire du stop pendant des heures au bord de la route. Ah, c'est royal. C'est vraiment royal. Et on se regarde avec Thomas, on réalisait qu'on était à 70 km/h avec une tente au bord du vide. Et on a commencé à paniquer. Et j'ai plaqué la tente. Thomas est sorti en furie. Il s'est mis debout. Et il a regardé comme ça en faisant un peu du surf dans la benne. Ariel, Ariel, arrête-toi! Et c'était un grand moment de flip sur le moment, mais un des plus grands fous rires que j'ai eu ensuite, quand les voitures qui étaient derrière découvrent, suite au fracas de la porte de la benne, découvrent un espèce de camp de pseudo-gitans qui font des grands gestes. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! On a installé la tente au fond de la benne et il est parti en roulant. La tente, elle était en train de se faire prendre par le vent. Et là en fait, juste derrière nous,
il y a le truc de la remorque s'est envolé et on était au bord du vide. Se cayó allá. Si? Sí. No sé. No sé, pero tenemos miedo de caer porque... Está aquí. Ouais mec, je te propose qu'on rentre la tente là. Putain, il était en pleine eau. Mais non, il repart. Non. Mais il est sérieux? Ah non, il recule. Ok, il recule. On profite de cet endroit pour monter la tente. Ouais. Mais là, le mec était à fond. Et le truc de la remorque s'est envolé derrière nous. On était au bord du vide. On a commencé à rentrer sur le camion là. C'était extrêmement. Mais j'ai cru que j'allais y passer là. Il s'est envolé sur la voiture derrière. Regardez peur. On vient de se réveiller, on n'était pas prêts à ça. Johan, ça va? Préparation du petit-déj dans le garage. Nous aidons Ariel à nettoyer son camion, son beau camion qui nous a emmené assez loin, qui nous emmènera jusqu'à Esperanza aujourd'hui. Ça va l'équipe? On nettoie le camion, on nettoie le vaisseau. En el neumático? El neumático, ahí. Là on nettoie le camion d'Ariel, le conducteur qui nous a hébergés hier soir, qui nous a pris en stop aussi hier dans la journée et qui nous ramène aujourd'hui à Esperanza. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir rendre service à quelqu'un, parce qu'on fait que demander des choses aux gens, mais on sait jamais comment leur rendre en fait. Et là on a l'occasion de lui rendre service aussi, donc de se sentir utile et de sentir qu'on rend un peu ce que les gens nous donnent quoi. Ok, 5e jour, on est enfin arrivé à El Calafate. La journée a commencé sur les chapeaux de roue et c'est moins qu'on puisse dire. Nous arrivons à Esperanza et là commence un petit moment d'attente qui nous a quand même
paru assez court puisque nous avons pu discuter avec 2-3 personnes, et notamment un pompier, un bombero très sympa, très sympathique, qui nous a expliqué un petit peu sa vie et aussi à quel point c'était beau d'aller voir le Perito Moreno. Perito Moreno que nous avions rêvé. Et nous sommes aux portes de ce glacier, demain nous y allons, c'est quasi sûr. On est au Perito Moreno et on est assez choqué parce qu'on vient de nous passer vraiment beaucoup de nourriture. En fait, on a dû payer l'entrée du Perito Moreno parce que sinon on n'y avait pas accès. Donc on a fait une exception. Mais du coup, pour poser notre manière de voyager sur le lieu, on s'est quand même dit on va demander, même si on n'y croyait pas trop vu que c'est un lieu hyper touristique. Et finalement, on a commencé par nous offrir un thé et un café. Des burgers. Et ça, tu peux ouvrir? Ouais. Et il me semble 3 ou 4 belles salades. Ouais, on a des barquettes, 3 barquettes. 3 belles salades avec assaisonnement. Et couverts en plastique évidemment parce que c'est grand luxe. Voilà, c'est incroyable. Is just a state of mind. You help me reach it when I leave mine behind. In this city chaos and Ça va, Yoann? Au top? speeding at our speed, sweetly walking by. You say freedom's all about letting Elle est tellement froide. C'est direct du glacier là, c'est la glace fondue. tasting beauty aches in your soul. C'est glacial. Letting all these restrictions go. Nous sommes en direct du Fitzroy et je vous laisse avec le débrief de Johan. Donc jour 7, jour plutôt agréable. On était pris en stop très rapidement ce matin. Du coup journée nickel. Le Fitzroy qui s'est découvert. Juste le temps qu'on aille demander un sandwich et il n'y avait plus de brume. On a commencé la rando. Parfait, le temps dégagé. On est au bord de l'eau. C'est royal. C'est ce qui m'a laissé le temps de lire un petit peu le guide du routard et de me rendre compte qu'entre ici et Bariloche, il y a un peu plus de environ 28 heures de bus. Évidemment, on compte pas prendre de bus, il nous reste 10 jours. Que dis-je 10 jours? On va faire des randos demain. Donc finalement, il va nous rester 7 jours. 7 jours pour réaliser l'équivalent de 30 heures de bus en pleine pampa argentine. Et ce sera même pas Pucón, on arrivera à Bariloche, donc il nous restera encore 2 heures. Comptez environ 32 heures de bus entre ici et Pucón. 7 jours, pas d'argent, toujours pas. Et la pampa argentine, donc très peu de magasins. Ça fait peur. Ça fait peur, mais on tâche de pas y penser, et de profiter de cette soirée, de ce lac, de cette vue. Ouais, en fait, ce qui est un peu compliqué pour Johan, c'est qu'il va reprendre son stage dans quelques jours. Et du coup, on a une échéance de temps pour lui. Et savoir qu'on est à 1800 km de Pucón, l'endroit où il va reprendre son stage, c'est... Il va falloir être efficace. Ouais, très efficace, sinon le bus est l'échec. Sinon, ouais, il sera obligé de reprendre un bus pour rentrer à Pucón à temps. Moi, je pourrais continuer à mon rythme, mais ce serait bien qu'on arrive ensemble. Donc voilà. You say my
7h40. I shine Fitzroy. in your glow. You fill me with light, feels hot in my soul. When I think On arrive à El Chalten, au Fitzroy, qui est pour moi le point culminant du voyage. C'est l'endroit où on voit les plus belles choses, les plus beaux aspects de la Patagonie, mais où en même temps on est le plus mis à l'épreuve, parce qu'on se retrouve à vouloir quitter El Chalten après 2 jours de randonnée dans le parc national qui abrite le Fitzroy. On revient de cette randonnée, on a dû demander à manger aux gens pour avoir des réserves de nourriture qui nous permettent de manger pendant 2 jours dans la nature. Et on attend au bord de la route à la sortie d'El Chalten pendant 9 heures, sans que personne nous prenne. Pourquoi? Quel est mon destin à être condamné à El Chalten? Si Dieu a quelque chose à me dire, qu'il me le dise en face. Je crois que ça a laissé notre voiture indifférente. Nous sommes ici depuis à peu près 6 heures ou 7 heures. On est ici depuis 8 heures du matin. On s'est mis à l'entrée de la route et les 5 groupes derrière nous sont partis. Voilà, ils ont tous été pris un par un. Donc du coup, on doit en conclure quoi? Je préfère vous parler. C'est trop tôt pour... C'est un constat édifiant de voir des voitures qui n'ouvrent pas leurs portes, qui ne font pas le don de soi. Ah ouais, c'est bon là, flemme. Bon, Le dernier truc que j'ai envie de faire quoi. Comment ça? Autant des fois j'aime bien, mais là putain, on me force. on était content d'arriver. On est triste de ne pas réussir à partir. Merci El Chalten. Près de 9 heures d'attente sur le bord de la route, le pouce levé et le sourire crispé, sans qu'aucune voiture veuille bien nous prendre. Et on en a vu des autostoppeurs partir avant nous, on en a vu tout le long, toute la journée. Moralement, c'était très très dur. Mais le pire restait à venir. Le soir même, on rentre bredouille dans le cœur de la ville et on croise Miguel qui nous propose de nous emmener clandestinement dans son bus le lendemain matin. Il fallait être à 7 heures au terminal. C'était très, très rigolo d'ailleurs, on aurait dit une information qu'on se passe sous le manteau entre 2 espions. Soyez là demain à 7 heures au terminal de bus, je vous prendrai clandestinement. Merci Miguel, mais le numéro que tu m'as donné, je l'ai essayé, il est faux. Je veux dire, j'ai trouvé une borne Wi-Fi Miguel, j'ai essayé le WhatsApp, ça ne marche pas. Mais Miguel, t'es notre seul espoir. Alors tu sais quoi, on va le garder et on va t'attendre. On va t'attendre au terminal de bus et on va essayer de dormir dans ce terminal. Donc voilà, ce soir on dort dans le terminal de bus d'El Chalten. El Chalten, c'est bien ça. Ouais. Et voilà, on est plutôt bien en fait. Je sens mon sac de couchage bouger. J'ouvre un œil, une botte. J'ouvre l'autre, je remonte. Les flics. On vient de se faire réveiller par la police, donc on doit bouger le camp. Du coup on est en train de tout préparer, de s'en aller. Les flics argentins qui découvrent 2 touristes français qui, les yeux encore collés, essayent de leur présenter leur passeport et qui ne doivent surtout pas divulguer qu'ils n'ont pas d'argent. Ce serait trop dangereux pour la suite de l'aventure. Et là, un bras de fer s'opère. Un bras de fer qui fut interminable. C'est pas compliqué. Les policiers nous disent qu'on ne peut pas dormir dans l'arrêt de bus. Et pour bien s'assurer qu'on ne s'endorme pas, ils font des rondes. Et toutes les demi-heures, toutes les heures, ils vérifient qu'on ne s'endorme pas. On avait froid, il fallait qu'on lutte, il fallait qu'on attende jusqu'à 7 heures du matin. La nuit blanche n'était plus une option, c'était une nécessité. À 2 heures du matin, les policiers nous réveillent et on doit attendre Miguel jusqu'à 7 heures du matin, pendant 5 heures. Il y a une pluie battante, un vent violent
Et on est bloqué dans cet abribus parce que c'est une gare de bus en extérieur, mais avec des murs en béton qui nous protègent du vent. Et on a très froid entre ces murs, mais c'est notre seule protection contre la nuit. On ne sait pas où dormir. On ne peut pas se payer de chambre d'hôtel. On ne veut pas céder face au désir de régler les choses par l'argent, de régler les choses de manière pécuniaire. On commençait à délirer. Thomas qui commençait à avoir des hallucinations, qui devenait paranoïaque. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Mais non, Thomas, mais moi aussi je deviens fou. Et cerise sur le gâteau, comme si la journée n'était pas assez compliquée, alors que je faisais les 100 pas à moitié en train de dormir, d'un coup, j'entends une alarme qui sonne. Une alarme qui était juste à côté de nous. À quoi? À 20 mètres à côté de nous. C'était une succursale d'une banque où l'alarme signalait qu'il y avait un souci. Dehors, pas une âme qui vive. Seulement nous. 2 fantômes qui luttent avec déjà des soucis avec les policiers. Et je me suis dit, c'est fini. Je me suis vu avec les menottes. Je me suis dit, ça y est. Finalement, touché par la grâce, c'est à partir de là où tout a commencé à se remettre en ordre. Étrangement, policier qui nous voit et qui fait « Désolé pour le dérangement, messieurs ». Tout s'est remis en ordre. Et 2 heures après, 2 heures qui me paraissaient être éternelles, hein. Miguel, notre ange, notre sauveur, notre espion qui nous fait passer clandestinement, arrive. Et la journée ensuite fut vraiment incroyable. Et voilà, la plus grande galère, c'était cette nuit blanche avec ce bras de fer entre les policiers qui était vraiment très compliqué. La route 40, moi d'abord ça a été une rencontre sur Google Maps. C'est une route que j'appréhendais à mort. J'en parlais à Thomas tout le temps, mais cette route 40 elle est vraiment déserte. Et même en allant sur internet pour avoir des retours d'expérience, je voyais des noms de la route 40. La route 40, le défi de la solitude, la route 40, perdu au milieu du désert, la route 40, comment un voyage au cœur de l'abandon. Des choses pas du tout rassurantes, pas du tout qui donnent envie qui donnent pas du tout envie de l'affronter. Il fallait vraiment la prendre à bras le corps. On arrive sur cette route 40,
premier stop qui s'arrête, une ambulance. Donc je pense que si une ambulance s'arrête pour nous, c'est qu'ils considèrent que c'est vital. Que s'ils ne prennent pas les 2 petits Français au bord de la route maintenant, ils ne savent pas vraiment qui va le faire en fait. Donc je pense que vraiment par souci pour nous, ils nous prennent. Ça part un peu en péripétie, on s'endort dans l'ambulance. Tout à coup, l'ambulance se fait prendre par les rafales de vent et commence à glisser sur une route non revêtue. Et on sent l'ambulance partir en drift et il y a le conducteur qui arrête le moteur, qui vient à l'arrière vérifier que tout va bien. Tout le monde est un peu sous le choc, on ne comprend pas ce qui se passe. Salut à tous. Nos vemos, chicos. Ciao. Ciao. Gracias. Alors là, ils sont en train de nous donner des frites. On va voir combien on en aura, mais c'est bien parti. Filme jusqu'au bout, je veux voir. Là, je peux vous dire, on voit pas très bien la caméra, mais ils ont du mal à fermer les boîtes. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Papas fritas. Rico. C'est bon. Le sac. Ah. Donc là, on est à Rio Mayo, un village au milieu de l'Argentine sur la route 40. Et on a Johan qui ne fait absolument plus aucun effort pour faire du stop. Il lève le pouce en étant allongé par terre. Donc sinon on a notre petit bidon 8 litres au cas où on est bloqué au milieu de la route 40. Le petit garde-manger. On a eu des crackers offerts par un camionneur avec des boîtes de conserve derrière. Ça va Johan? C'est top, hein? Des fois on se fait chier quand même. Suerte. Sí, gracias. Gracias. Oh, ils ont l'air tellement bons. Dommage qu'on peut pas les faire. Yes. Dommage qu'on ait pas de popote, enfin on a une popote mais pas de bonbonne de gaz pour... On va trouver quelqu'un pour nous les cuisiner. Ouais. On va trouver. Allez. Vas-y, viens verser de l'eau. Là, avec Johan, on va essayer de faire du pain. Et ensuite, une cuisson dans le feu. C'est pas gagné.
C'est la dernière nuit de l'aventure, on fait un feu de camp avec Johan. Quelqu'un nous a passé de la farine en chemin. On décide de mettre de l'eau et d'essayer de faire du pain. Au final, ça donne des briques qu'on fait cuire au bord du feu sur des pierres. C'est immangeable. Moi, ça me donne des maux de ventre le lendemain parce que j'en ai mangé beaucoup. Mais on a passé une soirée formidable. On a discuté une partie de la nuit et on avait toute l'aventure derrière nous. Donc on avait plein d'images dans la tête, plein de souvenirs, plein de rencontres, beaucoup d'émotions. Et c'est un moment qui m'a particulièrement marqué aussi. Il faut que mes mains sèchent là, ça colle. El mate Hola, con Daniel. y Camada. Hola, Francia. A mí me gusta el mate un poco más lavado. Como, Más suave. sí, porque es un poco amargo. Sí. peut-être le dernier jour, j'ai attendu le pick-up pendant 2 semaines. Je pense qu'on t'entend pas, mec. J'ai attendu le pick-up 2 semaines, c'est le dernier jour peut-être. Comme quoi, tout arrive à point nommé. Ah, c'est... Porque él tiene que volver solito. Él tiene que volver solo. 60 kilómetros tienen para llegar al paso. A la frontera. Y hay mucha gente que se van. Sí, vamos. Muchas gracias. Ciao, nos vemos. Incroyable. Ça va, Johan? Bah écoute, j'ai enfin eu ce que je voulais. Depuis 2 semaines, là, ça y est, on peut rentrer à Pucón calmement. Super. On est à 47 km du Paso International, à savoir la frontière entre l'Argentine et le Chili. On est juste à côté du Chili, juste devant. C'est la dernière route pour y arriver. En tout cas, on a bien avancé aujourd'hui, avec beaucoup de voitures intéressantes, donc je pense que c'est une bonne journée. On va voir. Au top. Enfin. Ça y est, c'est le sprint final. Je pense que on a vu ce qu'on voulait voir, le Perito Moreno, le Fitzroy, mais on a vu plus. On a fait des détours, on a pris des chemins de traverse, des endroits qui attirent pas les touristes comme nous, parce qu'on est des touristes finalement, mais des endroits qu'on n'aurait pas vus sans cette manière de voyager. Ce qui m'a inspiré, effectivement, c'était le fait qu'une aventure pouvait vraiment se vivre pleinement sans avoir besoin d'être un surhomme, en fait, comme si l'aventure était accessible, et même plus qu'accessible, pour lui, c'était un peu une raison de vivre. Il y avait justement cette phrase qu'il me disait souvent, il se comparait à un oiseau qui prend les courants chauds, qui se laisse porter par le vent. Donc c'est voilà,
Thomas, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ma première rencontre, c'était pas avec forcément un être humain, mais avec cet oiseau du coup en quête de liberté. Donc voilà, il m'a pas mal inspiré là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que très vite, j'avais envie de partir avec lui. Une chose qu'on voit moins, que je pense j'ai découvert durant ce voyage, au détour de quelques conversations le soir ou quoi, c'est que Thomas, je ne sais pas pourquoi, mais s'il fait tout ça, s'il veut tant explorer, c'est qu'il y a une raison profonde, il est rempli de fragilité, Thomas. Thomas, il a des fissures qui sont familiales, je pense, qui viennent de sa jeunesse, d'une incompréhension. Et s'il va si loin, s'il pousse son corps à rude épreuve et s'il fait tout ça, c'est pour se prouver à lui-même, prouver à je ne sais qui qu'il est capable. Et ça, c'est assez noble d'aller si loin pour prouver ça. Donc je pense que déjà, il y a des souffrances assez profondes chez Thomas qui soignent par l'aventure. Ensuite, Thomas, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Qui aime prendre son temps et qui préfère lire un livre à des endroits où clairement, t'as envie de dire Thomas, le bord d'une nationale, c'est pas trop le moment. Mais c'est Thomas. Il faut qu'il se pose. Quand des fois, toi, tu veux juste avancer. Mais c'est quelqu'un de raisonné et qui peut te prouver par A plus B qu'en fait, lire un livre au bord d'une nationale, ça a peut-être du sens. Donc c'est quelqu'un de réfléchi, qui est bienveillant et surtout qui a ce goût du partage, c'est très important. Voilà, quand il m'a embarqué dans cette aventure, il voulait vraiment me montrer ce que lui l'animait. Et ça s'est vu tout le long du voyage que Thomas est quelqu'un qui veut vraiment partager ce qu'il ressent avec les autres. Et c'est en ça que c'était un super compagnon. On était assez complémentaires. Quand des fois, lui n'allait pas très bien, je lui tendais la main, j'étais une épaule sur laquelle il pouvait compter, et inversement. Voilà. C'était un moment assez fort en fait. C'était 2 semaines assez puissantes parce que Johan, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, qui est très drôle. Et il a des qualités que je n'ai pas. Je pense qu'on était très complémentaires. Moi, je pouvais être peut-être plus résilient à certains moments quand il fallait attendre longtemps. J'ai une grande patience et j'ai fait des voyages qui m'ont en partie habitué à passer du temps seul. Donc pour moi, finalement, attendre au bord d'une route, c'est pas une épreuve ou c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, Johan, lui, il est capable de remettre le sourire quand ça fait 9 heures qu'on attend au bord d'une route, de tout prendre avec philosophie, de rire de tout, aussi de s'émerveiller de tout, de voir des symboles partout, de voir des signes du destin, de trouver de la beauté en tout, d'apprécier presque tout chez tout le monde. Et donc c'est une force, en fait, c'est un puits de joie, d'optimisme qui, pour moi, à certains moments, m'ont aidé. Parce que par exemple, quand on sonnait à des maisons pour être accueilli et qu'au bout de plusieurs refus, moi je commençais à être fatigué, je disais à Johan, écoute, j'ai pas envie d'avoir la sensation de mendier face à des gens qui veulent pas nous accueillir. Si la rencontre ne veut pas être faite, moi je vais pas la forcer. On a essayé de la provoquer, mais elle n'arrive pas ce soir, donc viens, on va dormir sous un sapin. Et Johan, il a toujours cet espoir en lui. Pour lui, la bonne personne, elle est toujours au coin de la rue. Et si c'est pas le cas, elle est au coin de la rue suivante.